entretiens du marquis, bonjour à tous. La Palme d'Or fustige Emmanuel Macron en direct sur la réforme des retraites. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier tous ceux qui me permettent de faire ce travail de réinformation en m'aidant avec les merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Pierre-Louis Garnier, Anissé et JPLD. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je vous ai souvent lancé un appel, il faut être rassemblés pour soutenir la réinformation. Vous avez entendu cet appel, vous êtes de plus en plus nombreux à lever le petit pouce bleu, à diffuser sur d'autres réseaux sociaux ou à m'écrire des gentils messages. Sachez que les taux se resserrent de plus en plus contre la presse de réinformation et je vous expliquerai à l'intérieur de ce journal pourquoi. Tiens, puisqu'on parle d'information, j'attendais avec impatience le compte-rendu de la manifestation de Florian Philippot pour dénoncer les effets secondaires du vaccin. Eh bien, manifestement, sans faire de mauvais jeu de mots, cette manifestation n'a pas eu lieu. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un axiome dans la presse, si la presse ne parle pas d'une information, c'est que c'est une fake news, elle n'a pas eu lieu donc cette manifestation. J'ai tapé sur mon moteur de recherche. Eh bien, en tapant Florian Philippot, manifestation, etc., je suis tombé sur des vieux articles. Rien à voir avec cette manifestation du 27 mai. J'ai regardé les sites de CNews, LCU, Le Figaro, Le Monde, rien de rien. Il y avait manifestement des informations plus importantes comme à Cannes, l'ENA, je ne sais pas qui c'est, situation, fait son festival dans une robe portée par Jennifer Lopez. On peut trouver des informations à peu près dans le même style, sur la mode à Cannes, sur les résultats sportifs. Alors là, vous en avez des pleines pages dans Le Figaro ou même dans Libération, des conseils pour votre couple. Mais cette manifestation qui réunissait des Français en colère et des victimes du vaccin qui auraient pu témoigner devant les micros de CNews ou de LCI, rien. Donc, si on en suit l'axiome de Julien Pain et de la tronche en biais, cette manifestation n'est qu'une rumeur, une théorie du complot. Bon, vous avez compris la démonstration. Il y avait du monde à cette manifestation du lundi 27 mai. Mike Boronski, je vous mettrai d'ailleurs le petit film qu'il a tourné dans la description. Et il y a eu aussi de nombreuses interviews, mais que vous trouvez essentiellement sur la presse de réinformation, sur le site Twitter de Florian Philippot. Nous pouvons voir ce type de photos. Alors, vous imaginez bien que le pouvoir politique ne veut absolument plus qu'on parle des effets secondaires du vaccin et de sa responsabilité notamment, parce qu'il ne faut pas l'oublier dans les confinements et dans la privation de liberté. Il faut que ça soit lisse. La presse, donc, censure toute information à ce sujet. Elle fait même mieux, si vous avez vu mon dernier numéro, elle est même capable d'inventer des paroles dans la bouche du professeur Raoult. Il faudra aussi s'interroger, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Et si on en croit nos collègues de la réinformation de François, eh bien, il y a plus d'effets indésirables graves suite au vaccin que d'hospitalisation Covid évitée pour les 50-74 ans. Et le soin, c'est en effet un scandale qui devrait être abordé par les journalistes de la presse mainstream, mais vous savez bien que justement, ils sont aux ordres et ils feront tout pour cacher ce genre de dossier. Seuls ceux qui travaillent à la réinformation sont capables de vous donner des éléments. Mais pour combien de temps ? Puisque la façon de communiquer avec vous, ce sont les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont dans la ligne de mire de l'Union européenne. Ils ont imposé à Elon Musk, patron de Twitter, un code de bonne conduite. Eh bien, Elon Musk a décidé de sortir de ce code de bonne pratique de l'Union européenne contre la désinformation. Alors, on va s'arrêter une seconde sur le titre. Bonne pratique, c'est-à-dire qu'il y ait une vérité officielle donnée par les politiques. Et donc, ce qu'ils appellent la désinformation, moi, j'appelle cela de la propagande. Ils ont peur, en effet, de ces journalistes de la réinformation qui contrebalancent leur pouvoir. Et ils sont prêts à menacer. Regardez bien, Bruxelles menace. Alors, cette menace, elle a été donnée par Thierry Breton dans un tweet en anglais, bien évidemment, où il nous explique tout simplement qu'ils ont les fonctionnaires pour faire taire Twitter, pour censurer Twitter.
Mais que craignent-ils vraiment? Pourquoi veulent-ils absolument censurer Twitter? Alors si on l'écoute, il donne des prétextes, hein, c'est théorie du complot, c'est-à-dire il y en a certains qui affirment que la Terre est plate et qu'il y aurait des gens haineux. Mais le code Twitter tape sur les gens haineux. Quant à ceux qui affirment que la Terre est plate, ils ne sont pas très dangereux. Alors, eh bien, si vous suivez ces entretiens, vous savez que lorsqu'une information comme celle de Florian Philippot est occultée, nous reprenons, nous les réseaux sociaux, et nous la portons à la connaissance de tout le monde. Parfois même, ces informations font le buzz. Ils sont obligés du même coup, soit de débunker, soit de reprendre à la une. Entre le moment où nous donnons l'information et la reprise dans certains journaux, il s'est passé parfois 3-4 jours. Ils ont été contraints et forcés de discuter certaines informations. Ensuite, sur Twitter, parce que c'est un réseau mondial, nous avons une revue de presse de la presse mondiale et cela nous permet d'avoir des articles qui permettent de contredire notre presse nationale. Ensuite, cela permet aussi de développer une opinion et des opinions politiques. Et c'est là où c'est important. Les réseaux sociaux, c'est le seul endroit où les partis d'opposition peuvent s'exprimer, j'ai envie de dire, en paix. Il y a bien des trolls, mais nous sommes ensemble, donc on arrive à les mettre de côté. Où les leaders politiques peuvent avoir une tribune sans avoir les problèmes qu'ils ont dans la presse aux ordres. Souvenons-nous, certains hommes politiques sont censurés sur les plateaux de télévision, ils n'ont plus d'invitation, je pense par exemple à François Asselineau, ou alors lorsqu'on les invite, ils sont parfois châtiés, comme Florian Philippot ou Marine Le Pen, qui a refusé d'être interviewée par certains journalistes. Oui, c'est assez insupportable. Humiliés, violentés, censurés, eh bien, les leaders de l'opposition viennent trouver en quelque sorte un peu de paix sur les réseaux sociaux. Pour la presse aux ordres, pour les autorités de Bruxelles, c'est insupportable. Ils perdent la mainmise sur les populations. Alors, cela effraie tous ceux qui sont sur Twitter. Philippe Murer s'est fendu d'un tweet. Il est très en colère, Philippe. L'Union européenne va peut-être arriver à ses fins. Fermer Twitter en Europe. Je ferai remarquer que moi, en Australie, j'aurai toujours Twitter. C'est-à-dire qu'il y aura des zones libres et des zones fermées. Vous imaginez un petit peu ce qu'ils sont capables de faire? Elon Musk n'est pas d'accord avec la censure que lui impose de faire l'Union européenne. Et on paie des fortunes ces fonctionnaires de l'Union européenne pour qu'ils nous pourrissent la vie. Ce qui est certain, c'est que le monde risque d'être coupé en deux. Ceux qui ont droit à la liberté d'opinion, à la liberté d'information, et une zone, l'Union soviétique d'Europe, qui n'a pas le droit à la libre opinion. Et pour quelles raisons, à votre avis, vont-ils faire le forcing pour obliger Twitter de ne plus émettre en France? Tenez, je vais vous montrer 2 informations très intéressantes. Thomas Carpellini sur la cote de popularité du gouvernement. Il est extrêmement compliqué pour un président de la République de trouver une image, de la garder, de satisfaire tout le monde. Pourquoi? Parce qu'Elisabeth Borne, comme Emmanuel Macron, remonte à 32%. Ils étaient à 26%, ils remontent à 32% d'opinion favorable dans un sondage. Vous avez vu toutes les informations que je vous ai données depuis 3 semaines. Ils inventent des fake news, puisque ça soit sur l'Ukraine, ça soit sur le professeur Raoult, sur les retraites. Ils disent n'importe quoi. Mais comme ils ont l'aide de la presse aux ordres, le groupe qui regarde la télévision pense qu'Emmanuel Macron, c'est le seul personnage de l'État qui est capable de diriger la France. Voilà ce qu'ils arrivent à imposer aux Français. C'est du bourrage de crâne, c'est de la manipulation, c'est de la propagande. Et ces gens, généralement, ne sont pas sur les réseaux sociaux. J'imagine que s'il n'existait pas les réseaux sociaux, eh bien, on serait peut-être à 50-55% dans une certaine mesure. Et c'est pour cette raison. Et puis, je voudrais aussi dire sur le 32%, certains vont me dire, non, c'est pas possible. Il est vrai qu'avec certains algorithmes, on peut faire certaines choses. Et puis, 1000 personnes, c'est pas un sondage gigantesque, car la dernière consultation que j'avais sur des échantillons bien plus larges montrait qu'au contraire, la cote d'Emmanuel Macron s'effondrait. Elle serait remontée aussi vite, très étrange. Là encore, on sait que si on fait toute une série de sondages favorables, il y a certaines personnes qui sont sensibles à ce genre d'arguments et qui se retournent et qui vont nous expliquer qu'en fin de compte, Emmanuel Macron, c'est un grand président.
On pourrait leur poser la question, mais quelles sont ces actions? Est-ce que c'est la réforme des retraites? Est-ce que c'est au sujet de la délinquance? Est-ce que c'est au sujet de la justice, de l'école? Vous êtes d'accord avec le wokisme et pas BI? Est-ce que vous êtes d'accord sur la privation des libertés? Eh bien, si je énumérais toutes ces informations, je suis à peu près certain que ces gens les ignorent. Ils ne savent strictement rien, puisqu'ils ont des journalistes qui sont malveillants vis-à-vis de l'opposition ou sur certaines informations, et qui vous racontent de fausses informations pour faire gonfler la cote d'Emmanuel Macron. Et puis je vais vous donner une deuxième information, pourquoi ils veulent absolument fermer les réseaux sociaux. Eh bien, regardez, le Qatargate, l'eurodéputé grec Eva Kaili va reprendre ses fonctions au Parlement. Je tiens à rappeler que Eva Kaili était la vice-présidente de l'Union européenne jusqu'en 2022, jusqu'en décembre 2022. Elle a dû démissionner suite au scandale du Qatargate. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche à cette Eva Kaili et que ne reprennent pas véritablement les journalistes aux ordres? Les enquêteurs ont retrouvé à son domicile 1,5 million d'euros en petites coupures. Ce sont de très forts soupçons de corruption avec le Qatar. Mais elle est libre et va reprendre son activité au Parlement européen. Elle va donc siéger dans des commissions. Elle va avoir une influence. Comment dire mieux que cette institution est profondément pourrie et corrompue? Quand je dis qu'elle siège dans des commissions, il suffit de chercher et hop, regardez ce que l'on trouve. Elle siège à la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Oui, ça ne s'invente pas. Leçons tirées et recommandations pour l'avenir. Elle aura des recommandations, elle qui touche de l'argent liquide du Qatar. Elle continuera à avoir une influence. Bon, je vous vois derrière votre écran, vous êtes en train de me dire, Ursula von der Leyen fait strictement la même chose. Elle est soupçonnée de corruption avec Pfizer et elle continue de diriger l'Union européenne. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, vous ne seriez même pas informés et il n'y aurait pas de pression sur la Commission européenne. Alors le meilleur moyen pour eux, évidemment, c'est de supprimer Twitter, c'est de supprimer tous les réseaux sociaux qui ne sont pas à leurs ordres. Il arrive néanmoins que des affaires éclatent sans qu'ils puissent le contrôler. Hier soir à Cannes, il y avait la remise de la Palme d'Or et il y a eu un discours très engagé de Justine Triet, réalisatrice de Anatomie d'une chute, qui a critiqué le gouvernement au moment de recevoir la Palme d'Or de ce 76e Festival de Cannes. Voyons le discours de Justine Triet. Ce pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime de la réforme des retraites. Sur le plan factuel, c'est juste, nous avions des consultations, des sondages montrant que 90% des actifs étaient contre cette réforme et au niveau national, les sondages évoluaient entre 72 et 80% contre la réforme des retraites. Cette contestation a été niée par le pouvoir politique, bien évidemment, je vous renvoie à mes entretiens, et réprimée de façon choquante. Factuellement, c'est vrai, puisque les institutions internationales ont condamné la France et ont averti Emmanuel Macron. Et ce schéma de pouvoir dominateur, de plus en plus décomplexé, éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est le plus choquant. Mais on peut aussi le voir dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture comme décor, c'est souvent notre dada dans nos entretiens, que ce gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Comment s'en étonner puisque le président ne sait pas ce que c'est que la culture française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Ce discours engagé, le seul d'une soirée convenue, est reçu par de nombreux vivats et quelques huées. Mais comment a été reçu le discours de Justine Triet? Dans la presse aux ordres, on a tendance à souligner que Justine Triet a pu tourner son film grâce à l'argent public, qu'elle est donc ingrate, qu'elle crache dans la soupe. Drôle de conception de la démocratie. C'est parce qu'elle a touché de l'argent public qu'elle devrait dire du bien du système, c'est-à-dire qu'on l'achète avec les subventions. Vraiment, c'est une conception très étrange du dialogue et de la liberté d'expression. D'autres font remarquer au contraire qu'elle est très courageuse puisqu'elle s'oppose à ce gouvernement alors que de très nombreux artistes, nous l'avons vu pendant la période du Covid, se sont aplatis, se sont couchés et ont fait même la propagande du gouvernement, donc bravo à elle. Et ce qu'elle a dit, je vous l'ai montré dans la lecture, est factuellement vrai. Comment peut-on lui reprocher de dire la vérité ?
Et c'est grâce aux réseaux sociaux que son discours a eu toute la résonance possible. Sans les réseaux sociaux, elle se serait faite démonter dans la presse aux ordres. Alors maintenant, on va regarder quelque chose qui me tient à cœur parce que je commence à en avoir assez de ce que j'arrive à lire dans le réchauffement climatique. Heureusement que les réseaux sociaux sont là. Dans le monde, si vous tapez sur Google, vous n'avez plus que des articles en faveur de cette thèse. Et là, vous avez les décodeurs ou les déconneurs, je ne sais plus, du monde qui nous expliquent ce qui est faux, ce qui est vrai. Si je lis cela sans savoir même qu'il s'agit du climat, j'ai affaire, en tant que rhétoricien, à un article de type de propagande. Pourquoi ? Premier élément, sur un débat aussi compliqué que le réchauffement climatique, toute personne apportant une contradiction à la thèse officielle est qualifiée de climato-sceptique, ce qui ne signifie pas grand-chose, mais également d'antivax. Oui, vous lisez bien, ils arrivent à faire l'amalgame entre le combat contre le Big Pharma et le climat. Et ils nous expliquent qu'en effet, que si on est contre les thèses officielles, c'est qu'on est complotiste. Là encore, c'est très étrange parce que lorsqu'on fait des études d'histoire, on apprend, c'est le b.a.-ba, que toute thèse officielle est légèrement fausse ou biaisée, que le pouvoir politique fait en sorte de se défendre. Alors, certains pourraient me rétorquer, oui, mais sur le réchauffement climatique, il y a peut-être consensus. Non, il n'y a pas consensus. Et c'est justement là ce que je lis dans tous ces articles. Selon eux, tout le monde est d'accord. C'est extrêmement faux. Il se trouve que j'ai fait des études d'histoire aussi, j'ai fait pas mal d'études, mais aussi des études d'histoire, et qu'on a travaillé sur l'influence du climat dans le développement des civilisations. Et on apprenait que les variations climatiques étaient dues au soleil, notamment pendant le mini-âge glaciaire, ce qui est nié dans l'article du Monde. Et ne serait-ce qu'on trouve ce genre de choses, même encore sur Wikipédia. Mais c'est très nettoyé en ce moment, je suis très étonné. Il a fallu véritablement que je cherche et que j'utilise des subterfuges pour arriver à ce genre d'informations. Une seconde explication non nécessairement contradictoire sera trouvée dans l'effet de l'activité du Soleil, ce qui est nié dans l'article du Monde. Il semble qu'elle ait été particulièrement faible pendant une bonne partie de la période du petit âge glaciaire, au cours de la période 1645-1715, dans le milieu du petit âge glaciaire. Il y a eu une période de faible activité solaire connue sous le nom de minimum de Maunder. Le minimum de Sporer a également été identifié avec une période de refroidissement significatif entre 1460 et 1550. Voilà, donc ce sont des éléments qui sont connus lorsqu'on va sur la NASA, sur les centres d'astronomie, tous ces éléments sont archi développés. Mais vous les trouvez de moins en moins sur Google, sur Wikipédia. Tout est nettoyé au fur et à mesure. Il n'y a plus de contestation possible. Et ça, c'est un signe de totalitarisme. À partir du moment où des gens vous disent « il n'y a plus de débat scientifique », c'est que vous êtes dans une période totalitaire. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour les obliger à avoir un peu plus de recul et un peu moins de certitude. Pensez que Rudi Reichstadt ose écrire qu'il faut avoir du doute et que si on n'a pas de doute, c'est qu'on est un imbécile. Et lorsqu'on met du doute sur les fameuses théories ou les éléments de propagande du gouvernement, là, on est un adepte de la théorie du complot. On va passer maintenant à la page internationale avec la Russie. Souvenez-vous ce que je vous ai dit sur l'incursion. Eh bien, il se trouve que les Américains ne sont pas tout à fait d'accord avec le pouvoir ukrainien. Rappelons de quoi il s'agit. La semaine dernière, des groupes paramilitaires néo-nazis russes équipés de matériel américain sont entrés sur le territoire de la Russie, ont commis des actions type terroriste. Il y a eu une réponse de l'armée russe et ils ont saisi du matériel américain. Et moi, aux États-Unis, puisqu'il y avait une doctrine américaine, les équipements donnés par l'armée américaine ne devaient pas être retournés contre le territoire russe, mais devaient servir essentiellement à l'Ukraine pour se défendre. Parce que cela signifierait que les USA sont en guerre contre la Russie. Mark Milley a dû donc sortir de sa réserve et il a dit « Je peux dire que nous avons demandé aux Ukrainiens de ne pas utiliser les équipements fournis par les États-Unis pour mener des attaques directes contre la Russie. » Et il a réaffirmé que les États-Unis n'étaient pas en guerre contre la Russie comme l'OTAN. Vous imaginez le malaise qu'a suscité cette incursion pour que le général en chef fasse
cette mise en garde au pouvoir ukrainien. Il n'en reste pas moins que le département d'État, lui des Affaires étrangères, se comporte différemment. Victoria Nuland, très haut placée au ministère des Affaires étrangères, elle nous dit: nous travaillons sur la contre-offensive avec l'Ukraine depuis 4 ou 5 mois. Voilà, les États-Unis prétendent qu'ils ne sont pas partis à la guerre, mais nous avons ici Nuland, admettons ouvertement qu'ils fournissent des armes, qu'ils aident l'Ukraine à faire cette contre-offensive. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a des soucis pour signer un cessez-le-feu ou le traité de paix. Vous avez certains hauts responsables américains qui sont prêts à pousser pour un cessez-le-feu, voire un traité de paix, mais de l'autre côté, vous avez les affaires étrangères qui sont contre un pouvoir bicéphale. Quant aux Russes, est-ce qu'ils peuvent vraiment négocier et avoir confiance avec Zelensky? Pas possible. Il n'y a pas d'interlocuteur fiable. Et alors, l'Union européenne avec Macron, Scholz et Van der Leyen, ils ne sont pas non plus fiables. Il ne pourra y avoir un traité de paix que lorsqu'il y aura un changement à la tête de l'Union européenne et des États-Unis. Peut-être en 2024 si Trump gagne, peut-être s'il y a un peu de ménage dans l'Union européenne. Allez, je voudrais terminer sur une seule image. Amusons-nous, paraît-il que le GIEC ne s'est jamais trompé, c'est ce que j'ai lu, et qu'il n'y a jamais eu de catastrophisme porté par ceux qui défendent le réchauffement climatique. Souvenons-nous, John Kerry qui nous a dit: dans 5 ans, nous sommes en 2009, dans 5 ans, les scientifiques prédisent que nous aurons le premier été arctique sans glace. Ce n'est qu'une théorie du complot, monsieur John Kerry. Allez, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis, on est tous ensemble contre la presse de réinformation. Bien à vous, bon dimanche, à bientôt.